Alors bonjour tout le monde. Donc on va essayer de faire le point sur l'intérêt de l'oxygénothérapie hyperbare pour le pied diabétique, mais en même temps on va essayer de clarifier un petit peu et c'est quoi l'oxygénothérapie hyperbare. Alors le plan est le suivant, on va définir l'OHB, après on va voir brièvement l'historique de cette discipline, on va voir les types de caissons qui existent, quelques lois physiques, les principes d'action de l'OHB, les principales caissons dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Alors, sur le plan historique, juste pour vous montrer que c'est une discipline qui est très ancienne, donc c'est depuis 1662 que M. Earnshaw, qui est un Anglais, un médecin anglais, qui a pensé à construire et qui a utilisé une chambre hyperbare pour les traitements aigus et chroniques pour certaines pathologies. Depuis donc 1775, vous avez la découverte de l'oxygène. En 1830, la France utilise les bains d'air comprimé qui sont les précurseurs de nos chambres actuelles. M. Junot, c'est un Français aussi, en 1834, construit une sphère de 2 mètres de diamètre et comprime des patients à des atmosphères allant de 2 à 4 ATA. ATA, c'est une unité utilisée en médecine hyperbare. En 1841, M. Traeger est le premier à décrire les conditions de séjour en hyperbarie, posant ainsi les bases physiologiques de la médecine hyperbare. En 1854, c'est M. Paulbert, qui est toujours un Français, établit un lien entre les barotraumatismes et une décompression trop rapide. En 1860, c'est le premier caisson hyperbare au Canada. En 1878, Paulbert élabore les bases physiologiques de l'OHB et décrit les effets toxiques de l'oxygène, notamment les crises convulsives. Alors en 1966, le premier caisson de la Marine royale à Casablanca, dédié bien sûr pour les accidents de la plongée. En 1999, donc, c'est le caisson de l'hôpital militaire de Rabat et en 2007, c'est le caisson de l'Mdir à l'hôpital Mohamed VI. Alors, les types de caissons. Alors, pour les types de caissons, donc pour certains historiens, ils ont considéré comme le prophète Jonas, c'est la première personne qui a subi une séance d'oxygénothérapie hyperbare, puisqu'il a séjourné quelques nuits dans les océans, dans un milieu hyperbarique. Après, nous avons des caissons monoplaces, des caissons monoplaces un peu sophistiqués, transparents. Nous avons aussi un caisson multiplace avec 11 places, comme on peut avoir aussi des chambres hyperbares. Nous avons aussi des caissons mobiles qui se déplacent. Vous avez aussi des caissons portables qui peuvent être utilisés pour les enfants autistes et pour les enfants aussi pour les problèmes de paralysie cérébrale. Alors, avant de commencer et de voir les mécanismes d'action, il est important de faire le rappel de quelques lois physiques, à savoir la pression, la loi de Boyle-Mariotte et la loi d'Henry. Alors, ce sont ces lois qui expliquent les mécanismes d'action de l'oxygénothérapie hyperbare. Alors, la pression, c'est quoi? La pression, c'est la force appliquée sur une surface, P est égal F sur S. L'unité de la force, c'est le newton. Un newton est égal à 0,1 kg. Alors, l'unité légale de la pression est le pascal, qui est 1 newton par mètre carré. Mais en plongée, il ne faut pas oublier que la médecine hyperbare, il y a un lien étroit entre la médecine de plongée et l'oxygénothérapie hyperbare. L'unité de la pression est le pascal, 1 newton par mètre carré. En plongée, on exprime souvent la pression en bar. C'est quoi le bar? Une pression de 1 bar correspond à une force de 1 kg s'exerçant sur une surface de 1 cm². Ça veut dire que chaque centimètre carré de notre peau supporte environ 1 kg représentant le poids de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la pression
atmosphérique au niveau de la mer. Un bar équivalent à 1 kg par centimètre carré, qui est égal à 1 atmosphère ou 760 mm de mercure. Alors, en plongée sous-marine, à 10 mètres de profondeur, quand on plonge à 10 mètres de profondeur, chaque centimètre carré de notre peau supportera le poids d'1 litre d'eau. Et on sait très bien que 1 litre d'eau pèse environ 1 kg. Alors, la pression due à l'eau à 10 mètres de profondeur est égale à 1 kg par centimètre carré, est égale à 1 bar. On vient de parler après de la pression absolue. C'est l'unité ATA. C'est quoi la pression absolue en plongée et la pression totale entre la pression atmosphérique et la pression qui est due à l'eau. Alors, les mécanismes physiologiques qui expliquent l'intérêt de l'OHB reposent sur 2 grandes lois. Alors, la première loi, c'est la loi de Boyle-Mariotte. PV est égal à une constante. À température constante, le volume occupé par un gaz varie en raison inverse de la pression qu'il subit. Ça veut dire que si on augmente la pression, le volume du gaz diminue et inversement. La deuxième loi, c'est la loi de Henry. C'est une loi de la dissolution des gaz dissous. Q est égal à petit a fois P. Q, c'est la quantité de gaz dissous. A, c'est la constante des gaz parfaits. Et P, c'est la pression. Alors, la dissolution d'un gaz est liée à la pression partielle. À température constante, la quantité de gaz dissoute est proportionnelle à la pression que ce gaz exerce au-dessous du liquide. Alors, cette loi, elle est très intéressante, c'est parce que c'est grâce à cette loi qu'on va faire augmenter de l'oxygène dissous lors d'une séance d'oxygénothérapie hyperbare. Alors, les principes d'action, ça c'est très important pour tout médecin de savoir les principes d'action de l'OHB. Nous avons l'hyperoxygénation, nous avons aussi les effets anti-infectieux, l'effet cicatrisant, l'effet des effets cardiovasculaires et un effet rhéologique aussi, c'est un effet qui est très important à savoir, et un effet de l'hyperbarie ou bien de l'hyperpression pour certaines pathologies. L'hyperoxygénation. Alors, vous savez très bien que l'oxygène existe dans le sens où 2 formes. Nous avons la forme combinée à l'hémoglobine, ce qu'on appelle l'oxyhémoglobine, et nous avons aussi la forme dissoute dans le plasma et dans les éléments figurés. L'oxyhémoglobine est la forme la plus importante. Alors, pour un taux d'hémoglobine de 15 grammes pour 100 ml de sang, le sang peut transporter à saturation complète 20 ml d'oxygène combiné à l'hémoglobine. Par contre, la quantité de l'oxygène dissous dans le plasma est faible. Elle est de l'ordre de 0,28 ml pour 100 ml de sang à l'air ambiant. Actuellement, on est dans cette ambiance à l'air ambiant. Nous avons cette quantité d'oxygène dissous, 0,28 ml pour 100 ml de sang à l'air. Mais son importance physiologique est essentielle. C'est cette forme qui diffuse et qui assure l'oxygénation des tissus. Alors, dans une chambre hyperbare, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va faire augmenter l'oxygène dissous. Alors, après une expérience d'un néerlandais, d'un chirurgien néerlandais de la chirurgie cardiaque, qui s'appelle M. Borema, à une pression de 3 attas, c'est-à-dire à une profondeur de 20 mètres, et en oxygène pur, la quantité d'oxygène dissous est suffisante pour assurer l'oxygénation des tissus et la vie devient possible sans globules rouges. Il a été démontré par M. Borema. Alors, en respirant 100% d'oxygène, à une pression de 3 attas, c'est-à-dire pour une profondeur de 20 mètres, on augmente de plus de 20 fois l'oxygène dissous du sang. Et bien sûr, cette élévation importante de la pression tissulaire en oxygène est la base physiologique de l'HB dans l'intoxication au monoxyde de carbone, l'ostéoradionécrose et les infections anaérobies. Alors, cette courbe de M. Barcroft nous montre
bien sûr, le taux d'oxygène dissous à une profondeur de 20 mètres, c'est-à-dire à 3 attas, on est à 6 millilitres d'oxygène dissous. C'est-à-dire on a multiplié le taux d'oxygène dissous fois 20, 0,28 fois 6 fois 20, ça nous donne 6 millilitres. Alors, les effets anti-infectieux. Les effets anti-infectieux de l'OHB, nous avons un effet bactériostatique et un effet bactéricide. L'OHB possède une action directe toxique par un effet bactéricide sur les germes anaérobies, action lytique bactérienne via la production des radicaux libres, et par un effet bactériostatique sur les germes anaérobies, facultatifs et aérobies, via une inhibition de la synthèse protéique bactérienne. Alors, parmi les effets anti-infectieux aussi, qu'est-ce qu'il entraîne l'OHB? Il potentialise l'effet de certains antibiotiques, à savoir les aminosides, les fluoroquinones et la vancomycine. Il a un effet aussi sur les fonctions immunitaires. Qu'est-ce qu'il entraîne l'OHB? L'OHB augmente le pouvoir phagocytaire des polynucléaires. Alors, l'effet cicatrisant. L'OHB entraîne une meilleure cicatrisation en favorisant la prolifération des fibroblastes et la synthèse du collagène. L'hyperoxie stimule la synthèse du collagène, qui est la molécule clé pour le processus de cicatrisation et de réparation tissulaire. L'OHB accélère aussi le processus de néovascularisation. Alors, cette alternance hyperoxie, normoxie ou époxie, c'est un stimulus d'angiogénèse significatif. Alors, les effets cardiovasculaires de l'OHB. L'élévation de la pression partielle en oxygène entraîne une vasoconstriction, une diminution du débit et de la fréquence cardiaque. Alors, la diminution des débits locaux est surtout accentuée au niveau des territoires sains, ce qui dérive le sang vers les tissus ischémiques. Ça veut dire que la vasoconstriction hyperoxique dans les tissus sains fait place à une vasodilatation au sein des tissus hypoxiques. Ça, c'est important. Leur dernier effet, c'est l'effet rhéologique. La rhéologie, c'est l'étude de la forme. Qu'est-ce qu'il entraîne l'OHB? L'OHB entraîne une déformabilité des globules rouges qui permet leur passage dans les vaisseaux endommagés. Ça veut dire que l'OHB, avec la pression, entraîne une déformabilité. Les globules rouges peuvent devenir sous forme bâtonnée et qui peuvent faufiler au niveau des vaisseaux rétrécis. Alors, cet effet permet une amélioration des débits sanguins microcirculatoires. On a aussi l'action de l'hyperpression, c'est-à-dire l'hyperbarie. Qu'est-ce qu'il fait? Il diminue le volume des gaz. Lorsque la pression double, le volume de la bulle diminue de moitié. C'est pour cette raison, le traitement est le seul traitement étiologique de l'embolie gazeuse ou bien de la maladie de décompression qu'on voit chez les plongeurs, c'est l'OHB. Alors, les principales indications. Alors, selon la 10e conférence européenne de consensus en médecine hyperbare, c'était en 2016, le jury a classé ces indications selon 3 types. Type 1, ce sont les indications fortement recommandées. Type 2, ce sont les indications recommandées avec un effet positif sur l'évolution. Et le type 3, des indications optionnelles. Les indications de type 1, on commence par l'intoxication au monoxyde de carbone. Après, les accidents de décompression, c'est une pathologie aéroembolique chez les plongeurs, qui se passe chez les plongeurs. On a l'embolie gazeuse, on a les infections graves de TC mou, on a le CRAS syndrome, on a la prévention de l'ostéoradionécrose
après extraction dentaire. Nous avons aussi l'osteoradionécrose de la mandibule. Et aussi, il ne faut pas oublier toutes les pathologies secondaires à la radiothérapie, surtout les cystites radiques et les rectites radiques, les lésions post-radiques. Indication de type 2, on trouve ici les lésions du pied diabétique, la surdité brusque, les greffes et lombo à vascularisation compromise, ostéoradionécrose, l'entérite radique, lésions radiques des tissus mous, l'ulcère cutané ischémique, ostéomyélite chronique réfractaire, neuroblastome, stade 4. Les indications de type 3, nous avons l'encéphalopathie post-anoxique, les formes mineures des intoxications au CO, les myélites, les rectites post-radiothérapie, syndrome de reperfusion après chirurgie vasculaire, brûlure quand ça dépasse les 20% de surface et supérieur au deuxième degré. Et nous avons aussi la pathologie ophtalmologique ischémique aiguë. Surtout, les cécités brusques. Jusqu'à maintenant, on a pu traiter 2 cécités brusques par l'oxygénothérapie hyperbare, ainsi qu'une pathologie ophtalmologique qu'on appelle la dysplasie rétrolentale. C'est une indication pour l'OHB. Alors, pour les contre-indications, nous avons des contre-indications absolues, mais surtout le pneumothorax qu'il faut qu'il soit drainé avant les séances. Et nous avons aussi des contre-indications qui sont relatives. Affection oreille en évolution, type sinusite, otite. Nous avons l'épilepsie. L'épilepsie, ce n'est pas une contre-indication absolue, c'est une contre-indication relative. Nous avons des troubles de la conduction, tuberculose évolutive, névrite optique et l'hypertension artérielle maligne. Alors, les cas cliniques de notre expérience à l'hôpital militaire, l'expérience d'un service de médecine interne à propos de 80 cas, l'évolution des lésions a été évaluée par l'examen clinique avec des mesures répétées de la taille des lésions à la 5e, 15e et 20e séance d'OHB. Une réduction significative de la surface de la plaie a été observée dès la 10e séance avec cicatrisation complète et guérison chez 56 patients au terme de 20 séances d'OHB. L'amputation a été notée chez 20%, à propos de 25% d'amputation. Alors les patients, nous avons le premier patient qui a un ulcère profond du pied chez ce diabétique. Avant l'OHB, la lésion était comme ça. Après 10 séances, nous avons un bourgeonnement d'ulcère. Après 15 séances, on a une cicatrisation d'ulcère claire et nette. Le deuxième patient, c'est un malperforant plantaire, avant l'OHB. Après les 5 séances d'OHB, et voilà après les 23 séances d'OHB. Alors, en conclusion, l'OHB constitue un progrès thérapeutique réel dans la prise en charge des lésions du pied diabétique. Elle est efficace dans les cas difficiles. Des indications posées précocement pourraient accélérer l'obtention de bons résultats et éviter bien sûr l'amputation. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Touré, pour cette présentation fort intéressante et qui, c'est sûr, va susciter beaucoup de questions tout à l'heure. On espère qu'on aura nous aussi quelques unités OHB en CH.